Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3181 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 15 janvier avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Eric Dier, le défenseur central anglais du Bayern Munich, fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier mardi. Il y avait beaucoup de matchs. On commence tout d'abord avec la Coupe de France et cette belle rencontre, c'était le choc quand même des 16e de finale entre l'Olympique de Marseille et l'équipe de Lille. Ça s'est fini un partout. Harrelson a ouvert le score à côté lillois avant que Luis Enrique égalise à la 96e minute de la rencontre. Donc ils auraient pu gagner dans le temps réglementaire. Du coup, ça allait au tir au but et c'est Lille qui a été meilleur. Une victoire 4-3 au tir au but contre l'Olympique de Marseille. Du coup, Lille se qualifie pour le tour suivant. Et du coup, Marseille est éliminé. Grosse désillusion parce que cette Coupe de France était un gros objectif, bien sûr, pour l'Olympique de Marseille. Donc voici les statistiques de la partie. Ça a été un match très serré. Ça aurait pu tourner des deux côtés. Mais voilà, ça a tourné plutôt côté lillois. Et une équipe de Lille électrique. Et c'est que Lille, actuellement, c'est quand même fou ce qui se passe. Établit un record. 20e match d'invincibilité pour les Lillois qui n'ont plus perdu depuis le 17 septembre dernier. Une série historique pour le club, bravo. Pep Genesio, parce qu'il y en a qui disent qu'il prend son inspiration sur Pep Guardiola, donc on va l'appeler Pep Genesio bien sûr. Donc incroyable, 20 matchs d'affilée les gars, depuis le match contre Strasbourg le 17 septembre dernier, n'ont plus perdu. Surtout avant, ce qui est fou les gars, vous avez enchaîné 5 défaites d'affilée. Genesio, il est à 2 doigts de se faire licencier. S'il perdait contre Strasbourg, il était viré. Et depuis les gars, il n'y a pas de défaite. Ils sont partis s'imposer à Marseille. Et, ils ont parti, je sais pas, contre le Real Madrid, contre l'Atlético, contre la Juve, contre Bologne. Tout ça, ils n'ont pas perdu le moindre match. C'est quand même cette équipe de Lille. Et surtout, Lille aussi se qualifie en Coupe de France ou même dans une compétition après l'absence des tirs au but, alors qu'à chaque fois c'était un flop. LOSC brise enfin sa malédiction au tir au but depuis 7 ans. Contre Aston Villa en Conference League, souvenez-vous, c'était la saison dernière, éliminé au tir au but. En Coupe de France, ils avaient été éliminés contre Lyon. Contre Lens, en Coupe de France, pareil, au tir au but, ils avaient été éliminés. En Coupe de la Ligue aussi, contre Nice et Lyon, de nouveau, ils avaient été éliminés au tir au but. Cette fois-ci, ils battent une équipe au tir au but, cette équipe de Marseille. Et le scénario se répète quand même pour l'EM en Coupe de France. Donc éliminé là, donc hier contre l'équipe de Lille, mais l'année dernière, donc le 21 janvier, c'était le tour de Coupe de France, avait été éliminé également en 16e de finale, également au tir au but, mais cette fois-ci c'était du côté de Rennes, c'est avec 2 éliminations d'affilée, 2 années d'affilée en 16e de finale pour l'OM au tir au but. Il va falloir faire quelque chose, les travailler ces tirs au but. Et c'est que Marseille quand même déçoit en Coupe de France. C'est une compétition en plus qui est quand même un objectif, parce que voilà, par rapport au championnat, gagner la Ligue 1, ils peuvent le faire encore, mais il y a 7 points de retard, ils sont deuxième. Il y a le PSG qui est devant avec 7 points d'avance, ils peuvent le faire, mais il faudrait que le PSG s'écroule sur cette fin de saison. Et sinon il reste la Coupe de France et c'est fini pour eux. Donc voilà, 16e, quart de finale contre Annecy. Là c'était en plus au Vélodrome, là c'était aussi une grosse désillusion. Je crois que c'était aussi au tir au but. Quart de finale contre Nice, ils avaient été éliminés l'année d'avant. Éliminé contre le Canet-en-Roussillon en 16e de finale en 2020. Ça avait été une faute professionnelle. Éliminé par Lyon en 2019 et éliminé en 32e contre Andrézieux. La dernière finale des Marseillais remonte à 2016. Ça date trop, bien sûr, surtout pour un club comme l'Olympique de Marseille. Et 36 ans que l'OM n'a pas remporté la Coupe de France. Donc c'est simple, c'est en 1989, la dernière fois que Marseille a remporté cette compétition. Et on a une stat effrayante, donc l'OM n'a remporté que 9 de ses 36 derniers matchs arbitrés par Clément Turpin. Voilà, donc Turpin, c'était l'arbitre hier, et quand il arbitre, Marseille, on gagne de temps en temps, mais très rarement. Il y a beaucoup de défaites quand il est au sifflet des matchs de l'OM. Et concernant le Mehdi Benatia, donc le directeur du football de l'OM, Benatia ne comprend pas son expulsion contre Lille, parce qu'en fin de match, l'arbitre est venu, Clément Turpin lui a mis carton rouge direct, sans parler. Et Mehdi Benatia, il a dit, s'est passé un truc ce soir, je dois vous le dire, s'il vous plaît, retrouvez-moi les images sur l'incident, ce que je viens de vivre, c'est grave. Il marque, je vais voir le 4e arbitre et lui dire, dites-lui quand même qu'il y avait penalty. Monsieur Turpin arrive de 50 mètres, il ne sait même pas ce qu'il se passe, bim, carton rouge. Donc en parlant du 4e arbitre, me dit, oui, vous m'avez menacé avec le doigt. Moi, quand je marque, j'aurais dit quelque chose à l'arbitre alors qu'on vient de marquer, il faut être débile. Bon, bref, il a pris rouge, il ne sait même pas comment il a pris carton rouge. Turpin, il arrivait directement carton rouge. Sur Mehdi Benatia, ça passe pas, bien sûr. Et pour Roberto De Zerbi aussi, ça passe pas, ce qui s'est passé en fin de match. En 30 ans de football, De Zerbi n'a jamais vu ça. L'Italien était mécontent après le rouge donné à Benatia.
Bastia. Et rien pour Olivier Létang, le président de Lille, qui était en tribune, est descendu sur le terrain. Il a dit: expliquez-moi pourquoi le président de Lille descend sur le terrain, parler avec le 4e arbitre pour la 2e fois ici, car il l'avait fait en Ligue 1 il y a quelques semaines, lors du match nul en championnat, il y a quelques semaines. Bref, donc le président de la République pourrait le faire, mais le président d'un club, sa place est en tribune, et si personne ne lui dit quelque chose, moi je vais lui dire. Je n'ai pas vu Pablo Longoria parler avec le 4e arbitre. Beaucoup de choses sont étranges et j'ai du mal à les comprendre. En 30 ans de football, cela ne m'était jamais arrivé de voir un président d'un club qui est en tribune descendre sur le terrain, parler avec les arbitres. Et il dit: voilà, j'ai jamais vu ça, un président d'un club descendre pour venir parler avec le représentant du corps arbitral et prendre aucun carton, rien du tout. Donc voilà, pour lui, bien sûr, ça passe pas du tout. Il n'a jamais vu ça. Roberto De Zerbi. Et du coup, Olivier Létang a réagi, le président de Lille qui est en tribune, qui est descendu sur le terrain. Au propos de De Zerbi, il a dit: ça ne m'intéresse pas ce qu'il dit, qu'il fasse son métier d'entraîneur et tout ira bien. Je ne lui ai pas adressé la parole. Voilà en gros ce qui s'est passé hier du côté de Marseille. Mais nous, ce qu'on retient surtout que Lille se qualifie, bien sûr. On continue avec d'autres rencontres. Monaco, c'est fini. Monaco, quand même une grosse équipe. Et bien, ils se sont fait éliminer également tir au but. Il y avait un partout, donc tir au but. Et du coup, je sais plus, il y a eu combien à la séance des tirs au but, mais voilà, il y a eu, c'est pas marqué, mais bon, Reims s'est imposé lors de la séance des tirs au but et Reims se qualifie. Donc les Rémois éliminent Monaco au tir au but. Comme Monaco, les gars, sur les tirs au but, ils ont loupé 3 tirs au but manqués pour cette équipe de Monaco. Voilà, en tir au but, ça pardonne pas, et du coup élimination. Et 3e année de suite que Monaco sort au tir au but en Coupe de France. Eux aussi, ils ont beaucoup de mal lors des séances de tir au but. L'équipe de l'AS Monaco, c'est fini pour eux. Ça passe les gars pour Nice, qui joue du côté de Bastia. C'est un derby, même si les deux villes sont pas cotées parce qu'il y a la mer entre. Voilà, c'est toujours très chaud entre ces deux clubs là, et c'est Nice qui a fait la bonne opération. Donc Mohamed Ali Chou a été l'unique buteur à l'heure de jeu, désolé, et du coup Nice se qualifie, et bien sûr pour les 8e de finale. Et la story de Marcin Bulka, donc le gardien niçois, après la victoire de Nice dans le derby chaud à Bastia. Donc victoire sur ce stade de... Voilà, on peut voir la lettre qui manque. Issa Nissa, donc voilà, il a mis ça. Il a même enlevé sur l'écusson de Nice, là au bout de mon doigt, où il y a le logo de la Corse. Il a mis un petit truc blanc, tout simplement. Donc voilà, Marcin Bulka, ce qu'il a pu mettre. Et il y a également un Guingamp contre Sochaux. Hier, pareil les gars, match nul, du coup, tir au but. Il y a eu pas mal de matchs qui se sont joués au tir au but. Et du coup, c'est Guingamp, les gars, 9-8. Ils ont gagné quand même lors de la séance des tirs au but. Donc voilà, ça a été très long et c'est Guingamp, bien sûr, qui se qualifie pour la suite de cette Coupe de France. Le Mans-Valenciennes, pareil les gars, ça c'est fini sur un match nul, et c'est Le Mans, voilà, qui s'est qualifié pour la suite de cette compétition. Donc une première depuis 2011 où ils atteignent les 8e de finale pour cette équipe de 3e division française. Ça passe également pour cette équipe d'Yves Cabourg. C'était une équipe de National 3 contre une équipe de National 2, le Puy-en-Velay qui avait éliminé Montpellier au tour d'avant 4-0, donc ils pensaient accrocher un gros. Voilà, parce que voilà, quand tu élimines une Ligue 1 avant, tu espères encore à choper une Ligue 1, un gros morceau. Donc ils avaient tapé une division inférieure et se sont fait éliminer. Voilà, cette équipe du Puy, 1-0. Donc l'équipe d'Yves Cabourg se qualifie, bien sûr. C'est historique pour eux. C'est la première fois qu'ils atteignent les 8e de finale. Pourtant, on peut voir le Puy-en-Velay a plutôt dominé à 19 tirs, mais seulement 2 tirs cadrés. Et ils se sont fait punir. Du coup, tous ces résultats, donc 4 des 6 premiers 16e de finale se sont joués quand même au tir au but. Voilà, donc il y a eu seulement 2 victoires nettes. Donc l'équipe de Nice et l'équipe là qu'on a parlé juste avant. L'équipe de Yves Cabourg. Il y a à noter qu'un match a été reporté. C'est Dunkerque qui devait se déplacer, je ne sais plus trop où là. On peut voir. Donc le match n'a pas été joué à cause de la météo qui n'a pas été bonne. Donc il sera joué peut-être aujourd'hui, bien sûr, cette rencontre, parce que voici le programme aujourd'hui du reste des 16e de finale avec Bourgoin-Jallieu contre Lyon. C'est aujourd'hui. Il y a Brest-Nantes, il y a Cannes-Lorient, Quevilly-Angers, Stade Briochin, Annecy, Thaon, Strasbourg, Toulouse, Laval, 3, Rennes, et ce soir Espali contre le Paris Saint-Germain, National 3. Il y a l'équipe d'Espali. Et concernant cette rencontre, donc tout d'abord c'est officiel, Marquinhos est forfait pour le match de Coupe de France. Ce soir, il avait déjà été forfait lors du dernier match, je crois, contre Saint-Etienne, dimanche dernier. De nouveau, il ne sera pas disponible. Il sera peut-être préservé pour le prochain match qui sera un déplacement à Lens, samedi, pour l'équipe du PSG, avant, la semaine prochaine, dans une semaine jour pour jour, mercredi, de recevoir l'équipe de City en Ligue des Champions. Et du coup, c'est peut-être le match parfait pour enfin revoir Kimpembe, vu que Marquinhos n'est pas là. Kimpembe, très proche du retour. Et Luis Enrique, en conférence de presse, il a dit, demain, donc est un match idéal pour voir certains joueurs, après avoir parlé avec Presnel, pour voir s'ils se sont prêts à jouer. Il se sent mieux et il a pu s'entraîner avec l'équipe au cours de ce mois. Il est prêt à aider l'équipe. Donc j'ai pas vu encore le groupe du PSG convoqué, qui sera dévoilé là, dans quelques minutes, mais il y a de fortes chances qu'il soit appelé. Il y a de fortes chances aussi qu'il joue, Kimpembe, mais pas qu'il est blessé depuis c'était février 2023, dans à peu près un mois, même pas, dans à peu près 2 semaines les gars. Ça va faire quand même 2 ans qu'il n'a pas joué le moindre match et il pourrait jouer, désolé,
Il pourrait jouer aujourd'hui tout simplement. Presnel Kimpembe. Enrique se voit aussi rester longtemps au PSG. En conférence de presse, il a dit dans mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de 4 ans. Mais ici, c'est différent. Je me sens très à l'aise. Ça serait super de rester 10 ans au PSG. Bon, s'il venait à rester 10 ans, c'est qu'il aurait remporté au moins une fois la LDC. Parce que s'il y a 10 ans de Luis Enrique sans LDC, ce ne sera pas possible. Bon, bref. Mais je veux vivre l'instant présent. J'aimerais développer ce projet, mais je ne suis pas novice. Donc voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique. Concernant l'adversaire ce soir, cette équipe d'Espali, une équipe que peu de personnes connaissent. N'oubliez pas que le match se jouera dans le stade de Clermont, le stade de Clermont de rugby. Et ils se sont entraînés au tir au but. Voilà, on ne sait jamais. S'ils arrivent à accrocher le PSG jusqu'à la fin du temps réglementaire, décision sera au tir au but. Bon. Voilà, ça va être compliqué pour eux, mais on ne sait jamais, c'est la coupe, il y a déjà eu de grosses surprises bien sûr dans le passé. On continue les gars, on quitte la France, direction l'Angleterre, on va parler des matchs de Première Ligue, il y avait quelques rencontres hier, en plus des gros clubs joués comme Liverpool contre Nottingham Forest, Liverpool premier, Nottingham deuxième ex-aequo avec Arsenal, et du coup ça s'est clôturé un partout, donc Chris Wood a été buteur à la 8e minute de jeu, avant que Jota égalise en seconde période. Bon après les gars, Liverpool a totalement dominé le match, 23 tirs, 7 tirs cadrés, 6 arrêts du gardien de Nottingham, car il réalisé un énorme match, et je suis sûr vous le connaissez, ceux qui suivent la Ligue 1 saison dernière, vous savez que c'est un très bon gardien, c'est Matt Sells, souvenez-vous, c'est l'ancien gardien de Strasbourg qui avait quitté le club pour rejoindre Nottingham. Et bien, il a réalisé une performance héroïque avec 6 gros arrêts contre Liverpool. Un 7 tirs cadrés, donc un but, donc 6 arrêts de la part bien sûr du gardien de Nottingham. Et concernant cette équipe de Liverpool qui était quand même menée, ils perdaient 1-0, mais ils ont égalisé grâce à Jota. Mais c'est vrai que Ancelotti a remplacé Jota et Tsimikas qui ont combiné pour le but égalisateur de Liverpool en 22 secondes. Voilà, ils sont rentrés. Donc Tsimikas a remplacé Robertson et Jota a remplacé Ibrahima Konaté. Et 20 secondes après, Tsimikas passe sur D pour le but de Jota, les deux qui venaient de rentrer 20 secondes avant. Donc coaching parfait, gagnant de Arne Slot. C'est vrai que cette équipe de Nottingham, cette saison, ils ont fait mal à Liverpool. Donc là, un partout, le match précédent, le match aller, ils ont gagné 1-0 quand même. Liverpool avait perdu le match aller 1-0 chez eux. C'était le 14 septembre 2024. C'était Hudson-Odoi qui a marqué le but. Donc en gros, ils ont pris quand même 4 points sur 6. Cette équipe de Nottingham contre Liverpool sur leurs 2 matchs qu'ils ont pu jouer en Première Ligue cette saison. On ne pourra pas en dire autant de beaucoup de clubs du côté du championnat anglais. Et cette équipe de Nottingham qui restait sur 6 victoires quand même d'affilée. Ils ont battu comme Wolverhampton, l'équipe de Tottenham, l'équipe de Manchester United, tout ça. Et ils sont un peu accrochés. Mais voilà, la série est quand même incroyable pour ce club qui a fini la saison dernière 17e et premier non relégable. Et là, ils peuvent, pourquoi pas, prétendre à une place en Coupe d'Europe, voire la Ligue des Champions saison prochaine. Il y avait également l'équipe de City qui joue à Brentford, un match fou, parce que City tout d'abord menait 2-0. Donc tout s'est décanté dans les 30 dernières minutes à peu près. Donc Phil Foden, buteur à la 67e. De nouveau Phil Foden, de nouveau buteur doublé à la 78e, avant que ça soit le comeback de l'équipe de Brentford. Il restait 10 minutes, donc on pensait que City allait garder cet avantage. En plus, City restait sur 3 victoires d'affilée. C'est dit là, ça y est, ils sont repartis pour tout gagner. Là, ça va être la 4e, mais non les gars. Oui, ça. Et Nagard à la 92e minute de la partie à égaliser et du coup partage des points. Donc voilà, c'est une grosse déception bien sûr pour City qui va tenir 2 buts d'avance, il restait 10 minutes et ils se sont fait rejoindre. Donc attention de ne pas retomber dans leur travers alors que ça allait un peu mieux depuis quelques matchs. Il restait sur 3 victoires d'affilée. N'oubliez pas que mercredi prochain City se déplace, n'oubliez pas, au PSG, Parc des Princes, pour un match de Ligue des Champions. Et du coup ça fait de nouveau match pas gagné pour City et 10 victoires, seulement 21 matchs de Première Ligue cette saison. C'est quand même moyen. Donc c'est le plus faible total de sa carrière dans l'élite à ce stade de la saison. Jamais il avait eu autant de pas victoires, autant de matchs nuls, défaites. C'est vrai que seulement 10 victoires en 21 matchs d'un championnat. C'est du jamais vu pour Pep Guardiola. Et concernant Phil Foden, donc c'est simple, les buts de Phil Foden en Première Ligue cette saison, 2. Et les buts de Phil Foden en Première Ligue aujourd'hui, c'est 2. En gros, il a marqué ses 2 premiers buts sur cette saison de Première Ligue. Il a fallu quand même attendre le 14 janvier pour voir Phil Foden enfin inscrire ses 2 premiers buts. En championnat, il avait déjà été buteur dans d'autres compétitions comme en Ligue des Champions ou en FA Cup. Mais en Première Ligue, il monte seulement son total à 2. Et lui aussi, là, a été buteur, c'est Yohan Wissa. Et avec son but, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Brentford en Première Ligue. On peut le féliciter avec 37 buts. Il surpasse Ivan Toney, qui est parti maintenant à l'Ali dans le championnat saoudien, qui est à 36. Maintenant 37 buts pour Wissa, bien sûr, une légende totale du côté de Brentford. Il y avait également un Chelsea contre Bournemouth, le même résultat que lors du match Brentford City, 2 partout. Donc l'équipe de Chelsea menait 1-0 grâce à bien sûr Cole Palmer, avant que Kluivert
égalise sur penalty. Semenyo remet un but côté Bournemouth, donc 2-1. Et du coup, reste James à la 95e minute de la partie, coup franc. J'ai vu coup franc bien placé entre le gardien et le poteau. Et du coup, égalisation. Sinon, Chelsea aurait perdu. Donc, je ne sais pas si c'est un bon point de prix ou 2 points de perdu pour l'équipe de Chelsea. Parce qu'ils auraient dû quand même gagner, surtout avec des stats comme ça. 26 tirs, 10 tirs cadrés et 2 buts marqués. Et quand même 8 arrêts du gardien de Bournemouth. Bournemouth efficace, 3 tirs cadrés, 2 buts. Le gardien de Chelsea n'a pas été bon. Donc, on va parler de Cole Palmer, un buteur, bien sûr. Palmer, le premier buteur du match. Et cette saison, son bilan, c'est simple. 21 matchs de Première Ligue, 14 buts, 6 passes D. Donc, il vient d'atteindre la barre des 20 buts et passes D sur cette saison de championnat. Il avait déjà réalisé cette performance saison dernière à au moins 20 buts et passes D. Donc c'est simple, sur 2 saisons consécutives, Palmer est le premier joueur de Chelsea depuis Eden Hazard à réaliser cette performance d'être décisif 20 fois, donc but et passes D sur 2 saisons d'affilée. Dernier en date, ça avait été Eden Hazard du côté de Chelsea. Et concernant Cole Palmer et Nicolas Jackson, parce que Jackson c'est lui qui a fait la passe D pour le but de Cole Palmer. Et depuis le début de la saison 2023-2024, c'est le duo qui marche le mieux en gros, parce que 12 fois il y a eu des buts. L'un a fait la passe pour le but de l'autre. Donc on peut voir l'autre, un autre duo qui marche bien, Alexander Isak et Murphy, 9 buts et l'autre a été buteur et l'autre passeur, vous avez compris. Donc voilà, c'est quand même le duo Cole Palmer-Jackson qui marche le mieux depuis 2 ans du côté de la Première Ligue. Et concernant l'équipe de Bournemouth, on a pu voir que Justin Kluivert a été buteur sur penalty, c'est un spécialiste des penalties. Il a inscrit 8 buts cette saison, dont 6 sur penalty. Donc félicitations bien sûr à l'ancien joueur de Nice. Il y avait également un autre match, également avec beaucoup de buts, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de buts hier. Donc West Ham contre Fulham, 3-2 pour l'équipe de West Ham. Carlos Soler a été buteur. Un premier but pour lui du côté de West Ham. Soucek et Paqueta contre un doublé de Iwobi, mais ça n'a pas suffi pour l'équipe de Fulham qui a pourtant dominé. Je sais pas, j'ai pas vu le match, mais bon, quand on voit 21 tirs alors que West Ham seulement 4 tirs. West Ham, ils ont mis 3 buts, 4 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, il est ultra efficace. Fulham, 21 tirs. 2 buts marqués. Donc voilà, c'est West Ham bien sûr qui a puni l'équipe de Fulham. Et voilà, comme je dis, Carlos Soler avec West Ham, c'est son premier but en Première Ligue. N'oubliez pas qu'il est prêté par le PSG et West Ham pourrait lever l'option d'achat en fin de saison. Du coup, le classement, après tous les matchs, je vais juste le top 6 là, parce qu'il reste encore des matchs aujourd'hui. Donc le classement va encore beaucoup bouger. Mais par exemple, Liverpool 47 points, Nottingham 41 points et Arsenal 40 points. Donc voilà, en cas de victoire, Arsenal pourrait revenir un peu sur bien sûr l'équipe de Liverpool. Et Arsenal ce soir joue, c'est un derby. Arsenal-Tottenham, c'est ce soir à 21h. Il y a également Newcastle contre Wolverhampton. Et à Newcastle sont combien? Ils sont 5e. Newcastle en plus revient fort. Je crois qu'ils sont 5 victoires d'affilée en PL. Ils peuvent dépasser l'équipe de Chelsea en cas de victoire aujourd'hui. Leicester, Crystal Palace et Everton, Aston Villa. Et également aujourd'hui en Première Ligue. On quitte le championnat anglais. Il y avait également 2 rencontres du côté de l'Italie. On va parler tout d'abord de ce Atalanta Bergame contre la Juventus Turin et encore un match nul pour la Juve. C'est une équipe abonnée au match nul, c'est fou. Donc Kalulu pourtant vers le score, un défenseur français. Genre de la Juve à la 54e avant que Retegui égalise une vingtaine de minutes après, du coup partage des points. Donc voici les stats de la partie, ça a été un match très serré, 17 tirs pour les 2 équipes, voilà, le nul est plutôt logique. Donc l'homme du match c'est Kalulu, celui qui tient encore vers le score. Donc félicitations, défenseur français, une grosse partie en plus, buteur. Et voilà, pour continuer et revenir sur cette stat qu'on a parlé juste avant, c'est que la Juventus vient de concéder un 13e match nul cette saison après 20 matchs de Serie A. Oui, ils n'ont toujours pas perdu, ils sont invaincus en championnat, c'est très bien, mais 13 nuls. Bon, il y a 7 victoires, mais 13 nuls, c'est pas possible. Pour essayer de remporter un championnat, tu peux pas faire autant de matchs nuls et lâcher autant de points. Parce qu'un nul, oui, tu prends un point, mais si tu gagnes, tu en prends 2 points de plus. Donc voilà, le problème, c'est qu'avec tous ces nuls, l'équipe de la Juventus Turin n'avance pas. Il y avait également un Como contre l'AC Milan, et c'est l'AC Milan qui s'est imposé 2-1. Notez que Hassan Diao, qui est un nouveau joueur, il a rejoint le club en provenance du Betis Séville il y a quelques jours. Ce jeune Espagnol de 19 ans a déjà été buteur côté Como sur une passe D de Maxence Cacré, lui aussi qui a rejoint le club il y a quelques jours. Et du coup, Théo Hernandez a égalisé à la 71e minute et Rafaeleo, 5 minutes après, a marqué le 2e but. Et du coup, c'est Milan qui s'est imposé 2-1. Donc là aussi, un match, regardez, 50-50 en pourcent de possession de balle, 12 tirs pour 2 équipes, 4 tirs cadrés pour 2 équipes. Les stats sont pareils. C'est l'AC Milan qui a été plus efficace que l'équipe de Como. Le meilleur joueur du match est Emerson Royal, ce défenseur qui a obtenu le prix bien sûr du meilleur joueur de la partie. Et Théo Hernandez, je dis, il a été buteur. Et désormais le défenseur qui a le plus marqué avec l'AC Milan en Serie A, 30 buts inscrits quand même pour Théo Hernandez.
C'est un record, enfin en tant que défenseur bien sûr du côté de l'équipe milanaise. Et comme j'ai dit, Maxence Cacrel donc il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu lors de ce match, et seulement 15 minutes après, déjà une passe D pour le but d'Hassane Diaw. Donc l'aventure italienne commence bien pour l'ex-milieu lyonnais, malgré quand même la défaite de son équipe. Du coup, au classement avec les 2 matchs hier, donc l'Atalanta reste à la 3e position. Notez que l'Inter joue ce soir, si l'Inter s'impose, regardez, l'Inter quand même a 2 matchs de retard sur Naples. Donc s'ils gagnent ce soir, ils vont se rapprocher un point de Naples. Après, il restera encore un match à jouer pour l'Inter. Donc la Juve, les gars, regardez, Juve avec toujours pas de défaite, mais 34 points. Ils ont déjà 13 points de retard sur l'équipe du Napoli. Avec trop de nuls, bien sûr, comme j'ai dit, t'avances pas. On quitte le championnat italien. Il y avait également du championnat allemand. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs, comme j'ai dit hier. Et on commence tout d'abord avec Leverkusen contre Mayence. Et Leverkusen a fait le taf. Petite victoire, mais voilà, ça permet de prendre 3 points. Grimaldo a été l'unique buteur de cette rencontre. Bon, dominé bien sûr par le Bayer Leverkusen. Donc félicitations à eux. Leverkusen, c'est quand même très fort. On parle beaucoup de la série de 14 matchs d'affilée de l'Atlético. Mais eux sont à 11 victoires d'affilée, consécutives. Toutes compétitions confondues pour Leverkusen. Ils ont battu comme des grands clubs. Comme je vois Dortmund, je vois l'Inter Milan, je vois le Bayern Munich qu'ils avaient éliminé en Coupe d'Allemagne à 0. En 8e de finale. Donc voilà, tout va bien actuellement du côté du Bayer Leverkusen. Ils avaient commencé difficilement après la saison incroyable qu'ils avaient fait saison dernière, mais là depuis 2 mois les gars, ils ont retrouvé le rythme de la saison dernière. On va parler d'une équipe qui déçoit énormément, c'est Dortmund. Dortmund les gars, c'est le jour et la nuit. Enfin, saison dernière, finaliste de la Ligue des Champions, mais cette saison, catastrophe. Ils ont perdu 4-2 contre le promu Holstein Kiel. Voilà, en plus, ils perdaient quand même 3-0 dans le match. Ils sont revenus à 3-2. Ils ont remis 2 buts, mais après, ils en ont pris un autre. Donc voilà, bon, bref, 4-2, c'est le score final. Donc, c'est très compliqué actuellement. Du côté de Dortmund, je ne sais même plus ce qu'il coach, je crois, Nuri Essen, je ne me trompe pas. Je pense qu'à tout moment, il peut se faire licencier. Un autre match, il y a eu beaucoup de buts, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de buts. Donc là, il y en a eu 6. Il y a eu aussi Francfort contre Fribourg, là, il y a eu 5 buts dans le match. Et surtout, c'est Francfort qui s'est imposé 4-1 avec un but d'Hugo Ekitike. Omar Marmouz, peut-être pour son dernier match, également été buteur. Lui qui avait déjà marqué lors du dernier match à Saint-Pauli, victoire 1-0. Il est marqué. Donc Marmouz, gros match. Donc déjà les stats, dominé totalement par Francfort. Donc Marmouz, 1 but et 2 passes D. Donc décisif, 3 sur 3 des 4 buts de son équipe. Donc énorme performance. Donc en 17 matchs de Bundesliga cette saison. Donc 15 buts et 9 passes D quand même pour le joueur égyptien qui joue peut-être son dernier match du côté de Francfort, parce que oui, il est toujours annoncé du côté de City. Fabrizio Romano le dit que City a fait une offre pour Omar Marmouz. Le club a espoir de conclure un accord cette semaine. On est mercredi. Donc voilà, puis la fin du mercato c'est dans à peu près 2 semaines et demie. Il y a encore beaucoup de jours, donc il y a des chances qu'il rejoigne l'équipe de Manchester City. Et concernant un autre joueur de Francfort qu'on parle de temps en temps, c'est Hugo Ekitike, l'ancien parisien. Donc buteur, un 12e but cette saison pour l'ancien joueur aussi de Reims. Donc félicitations à lui, il fait vraiment une très belle saison. Un autre match où il y a également beaucoup de buts, 5-1 pour l'équipe de Wolfsburg contre l'équipe de Gladbach. Donc avec un doublé de Nmecha par exemple. Donc voilà, une victoire à sens unique. À noter 5 tirs cadrés pour Wolfsburg, 5 buts. Aucun arrêt du gardien de Gladbach. Gladbach aussi 5 tirs cadrés, eux ils ont marqué seulement un but. Au programme aujourd'hui en Bundesliga, d'autres rencontres, le Bayern Munich contre Hoffenheim, il y aura un Stuttgart RB Leipzig, ou par exemple pour prendre qui tient le Werder contre Edenheim ce soir à 20h30. On parlera de tous ces résultats bien sûr demain. À noter aujourd'hui également du football espagnol, c'est pas de la Liga, c'est de la Coupe du Roi, avec par exemple le Barça qui reçoit le Betis Séville ce soir. Le Barça présentera certainement avant le match son trophée, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne remportée il y a quelques jours, mais pas que le Barça à domicile reste sur 3 défaites d'affilée. Il va falloir bien sûr stopper cette hémorragie. Voilà. Contre le Betis, il y aura Elche, Atlético Elche, c'est de la 2e division. A noter que ces 2 matchs, les gars, le match Barça-Betis sera sur la chaîne 21 de la TNT, si vous voulez suivre en clair ce soir. Et concernant le Real, il joue demain. Demain jeudi, le Real Madrid, ils reçoivent l'équipe du Celta Vigo. Si vous voulez voir l'adversaire de l'équipe madrilène. Bref, on continue. Donc là, on a parlé de tous les résultats du programme du jour, vous avez eu pendant 23 minutes, parce que bien sûr il y a beaucoup de choses, comme j'ai dit hier mardi. On continue parce qu'il y a encore plein d'autres choses à parler. Et tout d'abord de Kvaratskhelia. Here we go pour Kvaratskhelia au PSG. Voilà, donc on a les premières rumeurs sont venues là il y a 5-6 jours. Et ça y est les gars, on arrive sur la finalité, on va dire, du transfert. Fabrizio Romano dit qu'à tout moment, ça sera officiel. Here we go. Donc, il devrait passer sa visite médicale ce mercredi, donc aujourd'hui, et signer un contrat avec le PSG jusqu'en 2029. Donc, peut-être là ce matin. Donc là, il a pris déjà l'avion hier. Là, actuellement, il est à Paris. Là, peut-être ce matin, il va passer sa visite médicale. Si tout est OK,
Il va signer son contrat, puis après, l'annonce officielle sortira sur le site, bien sûr, du PSG. Donc, énorme joueur, bien sûr, Kvaratskhelia, il va rejoindre le championnat français. Donc, contrat, comme j'ai dit, jusqu'en 2029, salaire de 10 millions d'euros par an, d'après ce que j'ai pu voir, avec des bonus aussi inclus par rapport au nombre de matchs joués, aussi au trophée remporté, tout ça. Il pourra encore plus gonfler son salaire. Il va quadrupler quand même son salaire en rejoignant l'équipe parisienne. Et du coup, le transfert de Kvaratskhelia au PSG, c'est vrai que je n'avais pas dit le prix, ça devrait être à environ 70 millions d'euros. Du coup, le Géorgien intègre le top 5 des plus gros transferts de l'histoire du PSG avec Neymar, bien sûr, le premier 222, Mbappé 180, Kolo Muani 95 et Kvaratskhelia le quatrième, 70 millions d'euros juste devant Hakimi qui avait été acheté 68 millions d'euros à l'époque du côté de l'Inter ou Dortmund, non c'est l'Inter. Donc voilà, avec Kvaratskhelia, gros montant mais top player bien sûr. Et du coup le PSG adore se servir à Naples ces dernières années. Kvaratskhelia, il y a eu Fabien Ruiz 22 millions, il y a eu Cavani 64, il y a eu Lavezzi également 30 millions d'euros qui est arrivé en 2012. Et du coup un troisième Géorgien devrait intégrer la Ligue 1. Donc il y a déjà Davidashvili qui a été buteur en plus contre le PSG. C'était dimanche dernier avec l'équipe de la Saint-Etienne. Il y a bien sûr Mikotadze, l'attaquant lyonnais, et Kvaratskhelia, futur joueur du PSG, parce que pour l'instant, là, c'est toujours pas officiel. Mais ça devrait l'être certainement dans la journée, voire demain, peut-être jeudi. On n'est pas encore à quelques heures près. Et interrogé sur le cas Kvaratskhelia, Luis Enrique a répondu brièvement, c'était en conférence de presse hier, pour parler du match contre Espali. Donc un journaliste a dit, vous avez vu, Kvaratskhelia devrait arriver. Il a dit, j'aime pas parler des joueurs qui ne sont pas dans l'effectif, mais je ne peux pas le faire maintenant. J'aime parler plutôt des joueurs qui sont pas dans l'effectif, mais voilà, il peut pas encore en parler parce qu'il appartient pas encore au PSG. Peut-être à la prochaine conférence de presse, peut-être il parlera enfin de ce joueur qui sera peut-être joueur officiellement de Paris. Et c'est que les stars de la saison victorieuse de Serie A 2022-2023 à Naples avaient remporté le championnat. Et des joueurs qui ont été très importants comme Kim Min-jae, lui qui a quitté le club, qui est parti du côté du Bayern. Osimhen qui a quitté le club, qui est prêté à l'équipe de Galatasaray. Kvaratskhelia aussi qui avait été énorme lors de cette saison-là, lors du titre, et il va rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc c'est Naples perd toutes ces légendes là, du sacre qu'ils avaient obtenues il y a 2 ans. On continue avec d'autres infos mercato et c'est officiel, Daniel Malen rejoint l'équipe d'Aston Villa. Je me souviens, après quelques jours, j'ai dit que c'était très proche tout ça, ça y est, c'est fait les gars. Dortmund récupère 26 millions d'euros. Bonus inclus. Donc l'attaquant néerlandais débarque en première ligue. Bonne chance à lui. Concernant Cristiano Ronaldo en fin de contrat, en fin de saison, CR7 tient dans 5 mois et demi. Il n'a plus de contrat de Nasser. Et Al Nasser négocie avec CR7 afin qu'il prolonge son contrat d'une année supplémentaire. Le club saoudien lui propose un salaire supérieur à 3 millions d'euros par semaine. Par semaine, les gars, c'est des salaires complètement fous. Je crois que c'est un salaire déjà, ce qui touchait, c'était 200 millions d'euros par an, annuel avec les droits d'image ajoutés. Donc là, ce sera 3 millions d'euros. Plus tu rajoutes les droits d'image qui sont énormes pour Cristiano Ronaldo. Ça sera encore un salaire de 200 millions d'euros à peu près par an. Voilà, pour CR7, c'est venu à prolonger. C'est salaire. Bien sûr, c'est le sportif même, tout sport confondu, le mieux payé bien sûr au monde. Leipzig annule le transfert d'Okafor. Donc le joueur n'a pas convaincu sur sa visite médicale et retourne pour l'instant à Milan. Donc il part à Leipzig, il a passé sa visite médicale. Problème. Voilà, il y a un problème à la visite médicale. C'est que, je sais pas, il est blessé, j'en sais rien. Du coup, il retourne à Milan. Voilà, on ne sait pas ce qu'il va faire. Le joueur suisse Lens s'est renseigné sur Maxwell Cornet. Il est actuellement prêté par West Ham à Southampton. Voilà, lanceur intéressé par l'ancien joueur de Lyon. Concernant Christopher Nkunku, on a parlé hier, les gars, que c'est l'équipe du Bayern qui est intéressée. Et Chelsea veut 77 millions d'euros pour Christopher Nkunku. Le Bayern tente toujours de le signer. Après, je pense que ça peut faire vraiment refroidir l'équipe du Bayern à cette somme de 77 millions d'euros. Je ne suis pas sûr qu'ils vont débourser autant pour Nkunku. Concernant Jonathan Ikoné, c'est le Paris FC qui vit Jonathan Ikoné. Son prix a été fixé à 8 millions d'euros par la Fiorentina. Après, est-ce qu'il va vouloir débarquer en Ligue 2 ? Parce que la Fiorentina, c'est de la première division. Le Paris FC, c'est de la Ligue 2. Après, le Paris FC, on sait qu'ils ont changé de dimension. Ils ont été rachetés. Ils ont beaucoup de moyens. Et ils vont tenter le gros coup quand même. Parce que voilà, s'ils viennent à débarquer en Ligue 2, ce sera un gros coup pour le Paris FC. Donc... on verra ce qui va être décidé. Concernant Martin Zubimendi, devrait rejoindre l'équipe d'Arsenal. Donc les Gunners vont lever sa clause libératoire de la Real Sociedad à 60 millions d'euros. Donc il intégrera l'effectif du club londonien en fin de saison. Donc là il va être acheté certainement avant la fin du mercato. Et le 1er juillet prochain, donc là il va finir en gros, ils vont l'acheter, ils vont le prêter pendant 6 mois à la Sociedad. Puis il arrivera l'été prochain à Arsenal. Martin Zubimendi. Tiens, officiel, Loris Karius, ancien gardien de Liverpool, on se souvient de sa finale de Ligue des Champions 2018 contre le Real où il avait été catastrophique. Bref.
Il était libre, hein. Il s'engage avec Schalke 04 pour les 6 prochains mois jusqu'à la fin de saison. Un Schalke 04, c'est de la 2e division allemande. Des nouvelles du côté du Real Madrid et Carlo Ancelotti veut tout changer. Donc il envisage sérieusement de changer son plan de jeu dans les gros matchs en ne faisant plus débuter Vini, Mbappé, Rodrigo et Bellingham en même temps. Par exemple, les 4 là que je viens de citer ont commencé tous titulaires lors du match contre le Barça. On peut voir comment ça s'est fini. 4 attaquants, ils pensent que c'est trop. Il aurait passé en 4-4-2 comme il jouait à l'époque, hein, avec juste 2 attaquants, donc Vini et Mbappé en attaque. Donc Rodrigo devrait être sacrifié, sortir du 11 et voilà. Donc Bellingham resterait mais il jouerait plutôt bas. Voilà, comme en début de saison où vous savez qu'il était moins décisif. Mais voilà, il devrait changer, il va plus mettre maintenant les 4 directement titulaires à Madrid. Et toujours tiens du côté du Real, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est David Alaba de retour. Plus d'1 an après sa blessure, le défenseur devrait jouer quelques minutes jeudi lors du match contre le Celta Vigo. Pour rappel, l'Autrichien avait subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 17 décembre 2023, il y a 1 an et 1 mois à peu près. Voilà, lors d'un match contre Villarreal, un ligament croisé. Donc 1 an après, il va certainement rejouer là demain. Ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le Real, surtout quand on sait hein, défensivement voilà, tous les buts qu'ils peuvent prendre là depuis le début de saison. On va parler de ce joueur, c'est un joueur espagnol, il joue au FC Séville, hein. Il s'agit de Quique Salas hein, et il a arrêté pour réseau de paris illégaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc le défenseur du FC Séville est accusé d'avoir volontairement écopé de 7 cartons jaunes en 8 matchs, hein, c'est fou, hein, sur la saison 2023-2024 alors que ses proches pariaient sur ses sanctions. Hein, il y avait des grosses mises que ce joueur allait prendre un jaune sur ces rencontres-là. Et à chaque fois, il prenait jaune. Ah, ça sent bien sûr la magouille. Hein. Une enquête est ouverte pour un présumé délit de fraude. Hein. Regardez, hein, tous les matchs là, les 8 derniers matchs en gros de la fin de saison, à chaque match, il prenait un jaune. Voilà, donc c'est pour ça que il y a eu des gros soupçons et du coup, garde à vue. Et il va prendre lourd, hein, parce qu'on se souvient que des joueurs comme Tonali qui avait été pari illicite, hein, lui aussi il a été suspendu pas mal de temps, Paqueta aussi, donc lui hein, je pense qu'il va prendre aussi très cher. On tient là des transferts sexy de l'hiver les gars, c'est Ander Herrera, ancien joueur du PSG, va s'engager à Boca Juniors, 1 an plus 1 année en option, hein, le joueur voyage ce soir, visite médicale prévue demain, voilà pour Herrera du côté de Boca Juniors, son rêve c'était de jouer à la Bombonera, et ça va se réaliser là très prochainement. Mikel Arteta soutient Kai Havertz et sa femme, hein, parce que lors du dernier match, Arsenal, hein, contre Manchester, ils se sont fait éliminer en FA Cup et Havertz a loupé son penalty lors de la séance de tir au but. Il a reçu beaucoup de messages vraiment dégoûtants, vraiment les messages qu'il a reçus lui et surtout sa femme. Hein. Et Arteta il a dit nous devons vraiment faire quelque chose à ce sujet parce que le fait d'accepter cela, de le cacher a des conséquences terribles. Hein. C'est quelque chose que nous devons vraiment éradiquer dans ce sport. Nous sommes tous responsables, vous les journalistes êtes responsables, tout le monde est responsable et nous ne pouvons pas regarder ailleurs, nous ne pouvons pas accepter ça. Il y a des messages où j'espère que tu vas faire une fausse couche, tout ça, alors que sa femme est enceinte. C'est des trucs fous, hein. Donc bien sûr Arteta réagit par rapport à ça. On voit beaucoup de force à la femme et à bien sûr Kai Havertz. Et du côté toujours d'Arsenal, et c'est officiel et ça c'est un gros coup dur, c'est fin de saison pour Gabriel Jesus, l'attaquant brésilien, victime d'une rupture des ligaments croisés. Tu en parlais tout à l'heure de Alaba, 1 an d'absence. Voilà, pour Jesus les gars, il reviendra peut-être en janvier 2026 parce que là il s'est fait cette terrible blessure. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Et c'est qu'il a eu beaucoup de blessures les gars, regardez, hein, je vais pas citer, blessures au genou, il y a eu pas mal, regardez tous les matchs manqués et là les ligaments croisés, donc là c'est pire, hein, là il va louper énormément de matchs. Donc un joueur bien sûr avec beaucoup de qualité, il a 27 ans hein, Jesus, mais énormément blessé. C'est décidé, l'OM veut faire Paul Pogba, hein, c'est la Gazzetta italienne qui dit ça, mais pas que Pogba n'est plus sous contrat à la Juve, hein, il peut s'engager où il le souhaite et dans 2 mois il pourra rejouer un match en mars prochain. Son achat pourrait être la cerise sur le gâteau d'une saison presque parfaite. Bon, presque parfaite, on a pu voir avec l'élimination un peu moins bien, mais voilà, si tu fais venir un Pogba, tu le mets avec Rabiot, ça peut être vraiment très lourd pour la saison prochaine, qui peut être en Ligue des Champions, n'oubliez pas Marseille, hein, qui est comme 2e de Ligue 1. Monaco s'est renseigné auprès de l'AC Milan pour Luka Jovic, voilà, cet attaquant qui joue peu, hein, comme du côté de Milan. Et Monaco sera intéressé. On va parler de Jürgen Klopp et lors de sa présentation en tant que responsable mondial du football du groupe Red Bull, hein, il était présent samedi dernier lors du match Paris FC Amiens. Donc Klopp a donné sa première impression sur le Paris FC. Hein, donc il a dit c'est une belle équipe qui fait bien les choses, mais il y a des progrès à faire. Hein, c'est pourquoi nous sommes engagés dans ce projet. Voilà, donc il va étudier tout ce qu'il faut faire, bien sûr, pour aider cette équipe du Paris FC. Et Klopp a été questionné ici sur l'avenir de Mohamed Salah, son ancien joueur, quand il était coach bien sûr de Liverpool. Il connaît très bien Salah, qui arrive en fin de contrat, fin de saison. Il a dit j'espère que Salah restera à Liverpool. Hein. C'est le meilleur attaquant du club dans les temps modernes. Hein. C'est un joueur fantastique, c'est une bonne personne et c'est un athlète hors du commun. C'est le meilleur ambassadeur que l'Égypte a pu savoir, donc j'espère qu'il restera. Voilà. Bon, pour l'instant Salah dans 5 mois et demi, hein,
à l'heure actuelle, les gars, il serait libre de tout contrat. On va parler de Zinchenko et Dortmund étudie un accord pour recruter le défenseur ukrainien. Donc l'Ukrainien veut quitter Arsenal qui ouvre la porte à une vente ferme ou un prêt avec une option d'achat obligatoire. Les Gunners exigent environ 20 millions d'euros pour lâcher Zinchenko. Accord total trouvé entre la Juventus Turin et Ronald Araujo, le défenseur du FC Barcelone. Il devrait bien aller à la Juventus Turin. Il faut désormais s'entendre avec le Barça qui réclame quand même 70 millions d'euros. Parce que le joueur, lui, veut rejoindre la Juve le veut. Maintenant, il faut trouver un accord avec le Barça. Bon, le Barça demande une grosse somme d'argent, bien sûr, pour lâcher son défenseur. Pablo Maffeo, on peut le voir, regardez, lors du dernier entraînement, c'était hier, à Mallorca, il a fait le 5-2, le score pris par le Real Madrid, parce qu'on n'oublie pas que Mallorca avait joué contre le Real en demi-finale, et Mallorca avait éliminé, le Real avait éliminé Mallorca, bien sûr, en demi-finale de cette super coupe, et lui c'était embrouillé aussi avec Vini, tout ça, donc il a chambré, on peut dire, le Real Madrid par rapport à la claque reçue en finale. M'Banyang va faire son retour en Italie, l'ancien joueur de l'AC Milan va rejoindre la Sampdoria, ce joueur qui a joué dans beaucoup de clubs, même en Ligue 1, il a joué dans énormément d'équipes. Bref, il devrait partir en Italie à Sampdoria. C'est une équipe de série B, la Sampdoria, je crois qu'ils sont descendus saison dernière. On continue avec un tweet de Fabrizio Romano, et ça y est, son Here we go pour Kolo Muani, les gars. Kolo Muani va rejoindre la Juventus Turin. Ça va être fait là très prochainement. Donc la Juve prendra en charge l'intégralité. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Parce que des fois, il est prêté, par exemple, à un joueur que le PSG, à l'époque, Icardi, il est prêté à Galatasaray. Le PSG paye 90% du salaire du joueur d'Icardi quand il joue au Galatasaray. Donc là, voilà. Il ne jouait pas à Paris, mais Paris payait pratiquement tout son salaire. Que là, la Juve va prendre l'intégralité, 100% du salaire va être payé par l'équipe de la Juve. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Ça leur au fair play financier, ça leur a laissé beaucoup d'espace. Bon bref, il va être prêté 6 mois. Il y aura bien sûr une option d'achat. Donc l'attaquant français est attendu ce mercredi, aujourd'hui, donc ce matin là à Turin, pour y passer sa visite médicale. Et si tout est ok, peut-être dans l'après-midi, voire demain, voilà, ou peut-être ce soir, et ça sera officiel concernant Randal Kolo Muani, devrait être joueur du club de la Juventus Turin. Et il y aura désormais un troisième français de l'effectif de la Juve, avec Kalulu Kefren Turam. Et Randal Kolo Muani va débarquer normalement aujourd'hui. On continue et on finit avec le Paris Saint-Germain, les gars, qui vient de dévoiler son nouveau 4e maillot. Chaque saison, le PSG dévoile un 4e maillot en janvier. Ça y est, c'est fait, les gars. Donc, je ne sais pas s'ils joueront ce soir avec ce 4e maillot, j'en sais rien. Contre Espali, je ne sais pas. Mais voilà, ce maillot sera utilisé au moins une fois cette saison. Donc voilà, sublime maillot bien sûr pour cette équipe du PSG. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain jeudi, il y a énormément de choses à dire. Vous avez vu encore tous les matchs qu'il y a au programme aujourd'hui. Donc on a encore beaucoup de choses à se dire. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.